on a des épisodes qui ont été assez marquants et qui ont fait couler pas mal d'encre, là, avec un premier épisode, mais il y en avait eu d'autres avant, hein, premier épisode d'un garçon qui s'appelle Thomas Porte, qui s'est présenté sur les réseaux sociaux avec un ballon qui représentait en fait le ministre du Travail, monsieur Olivier Dussopt. Et puis alors, il y a eu hier Olivier Dussopt, le même Olivier Dussopt qui a été interpellé par un homme, un autre député, Aurélien Saint-Toul, qui l'a traité d'assassin, carrément. Bon, c'est pas la première fois quand même que dans l'hémicycle, et d'ailleurs il y avait un article aujourd'hui de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui rappelait quand même qu'il y a eu des altercations, parfois physiques même, à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Mais enfin, bon, là, ça prend un tournure, un charivari particulier, là, non ? Oui, ça prend surtout l'allure d'un système. Ah oui. Jean-Luc Mélenchon avait promis le bruit et la fureur, et en fait, c'était l'intitulé d'une stratégie qu'il met en œuvre avec les élus de la France insoumise jour après jour, une stratégie qui comporte en elle-même l'obligation d'une surenchère, d'où le terme assassin employé vis-à-vis d'Olivier Dussopt par un des élus de la France insoumise. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire quelques lignes du billet que Jean-Luc Mélenchon a publié dans son blog aujourd'hui, après l'indignation suscitée par cette insulte assassin, et notamment après la réaction du communiste André Chassaigne, qui fait partie de la NUPES, oui, qui a vraiment, qui s'est vraiment désolidarisé totalement de cette insulte, de ces invectives, qui a fait un quasi-rappel au règlement, en tout cas un rappel à la dignité. Or, pour Jean-Luc Mélenchon, tout ça, toutes ces leçons de bonne manière, sont l'arme traditionnelle des partisans de l'ordre établi, dans lesquels il met son allié communiste, pour rétablir leur préséance de classe en bestialisant leurs adversaires. Alors, je ne sais pas de quelle classe parle Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas réputé appartenir à la classe populaire. Et il poursuit en disant que la diabolisation des insoumis, c'est au mieux une tactique en vue du deuxième tour de la dissolution. Donc là, on est dans le complot, carrément. Il n'y a pas une excuse, il n'y a rien, c'est je continue, et ça se finit par le 7 mars, qui est le jour de la France à l'arrêt. On renverse la table. Le problème, mais je ne veux pas monopoliser la parole, c'est que déjà, les syndicats se sont désolidarisés de sa stratégie d'obstruction. Le patron de la CFDT a déjà dit que c'était une connerie. Il l'a dit comme ça au micro du grand jury. Et le patron de la CGT souhaiterait qu'un vote puisse se produire, ce qui ne se produira pas grâce aux milliers d'amendements déposés par la France insoumise. Par la France insoumise, ou à cause, d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses. Erreur complète de tactique, de stratégie pour Jean-Luc Mélenchon, parce que finalement, on parle, j'ai cité 2 députés, mais ce qui est important, c'est quand même, c'est d'abord Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne suis pas sûre qu'il y ait une erreur. Et le blog que vient de citer Judith est effectivement assez éclairant sur le fait qu'on est sur probablement quelque chose de beaucoup moins désordonné, beaucoup moins chaotique que ça n'y paraît. Donc, ah oui, c'est extrêmement réfléchi. La question, c'est évidemment, il joue le coup d'après. Et donc, on peut supposer qu'il part du principe que cette réforme, finalement, à la fin, elle va passer. Et qui va engranger malgré tout le bénéfice de la contestation ? Est-ce que ce seront les syndicats ? Est-ce que ce sera la France insoumise ? Est-ce que c'est la France insoumise dans la NUPES ? Et là, on voit qu'il y a plusieurs niveaux d'interlocuteurs pour la NUPES, de la façon dont elle s'exprime à l'intérieur de l'hémicycle, avec ces effets de résonance maintenant qui est produit par les réseaux sociaux. Effectivement, avant, cette violence, elle a peut-être souvent été exprimée à l'intérieur des débats à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une capacité de résonance qui est beaucoup plus forte et une entrée en résonance des élus de la France insoumise avec leurs propres électeurs. Et finalement, c'est quand même ça qui compte d'abord, avant de voir dans quelle mesure ça peut choquer, gêner les travaux parlementaires et la bonne tenue du gouvernement.
Mais est-ce que ça ne va pas au-delà d'un comportement et d'une stratégie politique, Céline Bracq? Bon, vous n'êtes peut-être pas psychologue, mais il y a quand même... parce qu'il y a quand même eu... Parce que la question est posée par certains confrères, par certains observateurs. Il y a eu aussi cet épisode à la télévision la semaine dernière, face à nos confrères de BFM TV, où il a carrément quitté le plateau en les traitant de tous les noms, alors qu'il lui posait quelques questions, justement, sur sa façon d'agir. C'est possible parce que moi, la stratégie, je ne la comprends pas en réalité. Puisque, en effet, la bonne question, c'est, OK, mais bon, admettons que ce soit une stratégie, ce bruit, cette fureur, ces amendements par milliers. Donc, à quoi ça sert ? Et donc, il y avait cette hypothèse, disait Berthy, de pouvoir tirer les marrons du feu après la réforme. Sauf que nous, ce qu'on voit dans les enquêtes d'opinion, c'est que certes, c'est une réforme très impopulaire, mais quand on teste les différents acteurs politiques, les syndicats, etc., ceux qui sont le plus mal vus en ce moment, c'est la France insoumise et qui emporte la NUPES avec elle. Donc ça risque pas du tout de marcher. C'est-à-dire qu'après la réforme, je pense que la NUPES et LFI auront perdu des plumes. Ouais. Et donc, cette stratégie-là, elle n'est pas très compréhensible. Et c'est plus cette stratégie de bruit, de fureur, c'est quelque chose qui peut fonctionner éventuellement pour se faire remarquer, pour accéder au pouvoir. Mmh. Mais là, on a presque l'impression que la France insoumise a oublié qu'elle avait obtenu ces postes très nombreux. Je crois qu'il y a 150 élus de la NUPES à l'Assemblée nationale. Donc, ils sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Et la stratégie de l'obstruction ne peut pas fonctionner à part sur un tout petit noyau de sympathisants qui seraient très radicalisés, puisque personne ne peut comprendre qu'on dépose des milliers d'amendements sur une loi. C'est absurde. Et nous, ce qu'on voyait au moment des législatives, c'est que les Français espéraient qu'il y ait une majorité seulement relative, voire que la majorité soit défaite, mais dans le but de quelque chose de constructif et d'une politique différente de celle qui a été menée pendant 5 ans. Une espèce de tempérance, en fait, oui, voilà. sur le plan de l'action politique. Jamais pour ce genre de spectacle, en fait. Personne ne vote pour ça. Donc je ne vois pas le but, à part peut-être une hypothèse psychologique, qui serait plutôt quelque chose justement de Jean-Luc Mélenchon qui irait contre lui-même. Oui. Guillaume, ça fait appel à quelle référence de gauche, ça, cette attitude-là? Je crois qu'il y a une part de parodie. Ouais. Une part de parodie de la part de Jean-Luc Mélenchon qui aimerait bien ressusciter la démocratie directe contre les représentants, la rue contre le Parlement. Mais comme il y a toute une filiation d'extrême gauche au XIXe siècle, de Gracchus Babeuf jusqu'à des gens qui, à la fin du XIXe, s'inscrivaient dans cette filiation, auquel Mélenchon se réfère volontiers. Jules Vallès. Jules Vallès, oui. Alors, les anciens communards, effectivement. C'est Blanqui, c'est le mot que je cherche, c'est le personnage que je cherchais, qui a passé beaucoup de temps en prison parce qu'il faisait des tentatives de coup d'État. C'est des gens à qui Mélenchon aime bien se référer, mais je crois qu'il y a, vous savez, je suis pour les explications les plus simples. Mélenchon, que j'avais eu l'occasion de pratiquer un peu quand il était très accessible, c'est-à-dire quand il était sénateur de l'Essonne, et j'ai remarqué quelqu'un qui voulait beaucoup se faire plaisir. Ouais. Il aime se faire plaisir. Et là, il a les moyens de se faire plaisir. Alors, pourquoi un homme qui aurait les moyens de se faire plaisir s'interdirait-il de se faire plaisir? On verra si ça ne marche pas. Pour le moment, il s'amuse. Pour ça, c'est d'abord, je crois, l'interprétation la plus plausible de ce qui se passe. Ensuite, pour les vieilles ficelles politiques que Judith a rappelées, c'était très intéressant. Il y a se victimiser. C'est une victime. Quoi qu'il fasse, c'est lui la victime. Il vous donne un grand coup de poing, mais c'est lui la victime si vous ne vous laissez pas bourrer de coups de pied. Bien sûr. Donc ça, c'est une très vieille ficelle, mais ça fait toujours son effet. Se sentir outragé en permanence. C'est un homme qui est outragé 24 heures sur 24. Ça doit être épuisant d'être dans son entourage. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le bruit et la fureur. Je ne sais pas s'il s'arrête de temps en temps. Et il y a aussi une autre ficelle, très à la mode, c'est le coup du mépris de classe. On lui fait une remarque, c'est parce qu'on est dans le camp des possédants, et lui,
lui, brutalement, il est victime d'un mépris de classe. Ouais. Et alors, cet argument, cet artifice rhétorique, il dispense d'argumenter. C'est pour ça qu'il Ouais, est c'est formidable. ça. Ouais. C'est l'argument du paresseux. Le paresseux qui ne veut pas se donner du mal pour construire un discours. Ouais. Il dit « Je suis victime de votre mépris de classe, c'est affreux. » Vous êtes un excellent psychologue, hein, Comment Guillaume, hein. Et acteur Excellent. aussi. Voilà, mais je suis plus au service acteur. politique. Donc voilà, Mais- je pense mais que c'est vrai, quelques pistes sur ce que nous Oui, mais disons. vous avez Là, ça raison. touche à la posture. Comment Oui, s'agissant de Mélenchon. Bah, on le savons tous, nous avons quand même tous vu cette vidéo extraordinaire où ils expliquaient qu'ils ne supportaient plus les classes économiques en avion. Cet homme ne voyage en classe affaires parce que c'est mauvais pour son dos. Il nous expliquait ça. Il y a une vidéo dans une présidentielle il y a peut-être déjà 7 ans où, sans aucune gêne, le candidat des prolétaires, le candidat autoproclamé des prolétaires, parce que quand on regarde les analyses par CSP, on sait bien que c'est pas lui qui a le vote des Les plus populaires. Évidemment, on le sait bien que c'est pas ça. Mais enfin, il aimerait qu'on croie que c'est ça. Et donc, cet homme vit effectivement dans une imposture qui est un peu pénible quand même. Alors, on va écouter justement, il va se défendre, vous allez voir, on va lui donner la parole. Il va être outragé. Avant ça, on va donner la parole d'ailleurs à André Chassaigne, qui est le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, agrégé d'histoire d'ailleurs, André Chassaigne. Je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus et j'ajouterai à titre peut-être plus personnel que je me sens blessé, même humilié, je le dis. Tenir de tels propos est absolument inacceptable. Jamais, je dis bien jamais, nos débats, nos arguments ne doivent dériver avec des insultes qui sont portées contre des membres de cette Assemblée et contre des membres du gouvernement. Le débat démocratique, c'est un échange d'idées, c'est pas un échange d'insultes. Vous êtes en train de relayer la propagande de Madame Aurore Berger pour faire croire que ceci est un acte de violence. Est-ce que vous vous rendez compte que tout le pays rigole? Là, en l'occurrence, vous êtes conscient de ça? c'est la propagande de votre député qui est là. Ouais. Et alors Il fait de la propagande pourquoi, à votre avis? Vous allez Mais nous le dire. vous êtes ridicule. Pourquoi? Vous vous en rendez même pas compte. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des jeux de chamboule-tout dans tout le pays, toutes les semaines. Vous avez des piles de boîtes de conserve avec des têtes de tout genre. Des fois, c'est la mienne. Et des gens qui jettent des balles dedans. Ça a toujours existé. Tout d'un coup, vous êtes là. Oh, mon Dieu, quelle horreur! Un ballon! Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Bien joué, Guillaume. C'est vrai qu'il a le sentiment que dans tous les villages de France, il y a des chamboule-tout avec sa tête qu'on prend pour cible. Alors, il faut dire que lui, il réagit au ballon de football et que André Chassaigne réagit à l'accusation d'assassin qui est proférée par M. Saint-Toul. Ouais. L'aplomb, c'est 50% du métier. 50% du métier, c'est l'aplomb. Et là-dessus, on peut être sûr que pour un homme qui est parlementaire depuis 1986... Qui ne l'est plus aujourd'hui. Qui ne l'est plus aujourd'hui, mais depuis c'est une date très récente, il a du métier, c'est sûr. L'aplomb, l'assurance est à revendre. Alors, est-ce que ça peut contribuer, si en plus la réforme passe, on n'en sait rien encore, mais si la réforme passe, est-ce que ça peut provoquer une remise en question de la NUPES, Judith ? Je ne sais pas. Alors, je vous disais en première réponse que le fait que Laurent Berger ait qualifié l'obstruction de connerie, le fait que Martinez ait dit il faut voter, c'était pas bon pour la France Insoumise et pour Mélenchon. Par ailleurs, là, ce qui se joue ces jours-ci à l'Assemblée et qui aura d'ailleurs un impact sur la mobilisation de la France à l'arrêt le 7, c'est qui est responsable du blocage. Est-ce que c'est le gouvernement qui a fait la sourde oreille ou est-ce que c'est l'obstruction? Et comme il y a un incident par jour provoqué par un député de la France Insoumise, la question elle est vite répondue pour reprendre une expression qui a été à la mode il y a quelques mois. Ouais. Donc ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour Jean-Luc Mélenchon. Maintenant, est-ce que ça peut provoquer un schisme à l'intérieur de la NUPES? Ouais. J'en doute parce que même si c'est spectaculaire et violent, ça n'est pas surprenant. Je le répète, Le bruit et la fureur, c'était le titre du programme, c'était annoncé. Il s'agissait de faire la jonction entre la rue
et l'opposition parlementaire. Et Clémentine Autain disait d'ailleurs, à la veille des législatives, si on n'a pas le pouvoir grâce aux urnes, on le prendra dans la rue. Donc les alliés, le Parti socialiste, les Verts, le Parti communiste, savaient ce qui les attendait, d'une certaine façon. Est-ce que le vent tournant et le discrédit frappant la France insoumise, ils vont changer de stratégie? Je n'en suis pas sûre, parce que le fait d'avoir obtenu ces sièges grâce à l'Alliance, ou plutôt d'avoir évité une débâcle encore plus grande s'agissant du PS, grâce à l'Alliance NUPES, les lie, les verrouille à l'intérieur du système. Alors, est-ce que, Bertille, eh bien, les syndicats, c'est pas un moyen pour eux de reprendre de la superbe, de se dire, bah, vous voyez, c'est nous qui portons la contradiction, alors certes, avec nos pieds dans la rue, mais aussi, d'une certaine façon, en contre-argumentant, alors que, justement, on se lance des mots d'oiseaux, des noms d'oiseaux à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est clairement plutôt la stratégie des syndicats qui est assez réussie, à la fois en termes de fond, en apportant des débats contradictoires par rapport à la réforme du gouvernement, qui sont assez bien travaillés, assez bien articulés, bien pensés. L'unité relative de l'intersyndicale, au moins sur le mot d'ordre non à la retraite à 64 ans, tient pour le moment. Et puis c'est vrai qu'on a ces manifestations auxquelles on n'était plus habitué, on avait appris à redouter, franchement, la manifestation et tout ce que ça pouvait emporter justement de chaos, de problèmes de sécurité, etc. Et là, on redécouvre une manifestation à l'ancienne. Alors, je ne vais pas dire qu'on en était nostalgique, mais tout de même, c'est vrai que cette capacité à mobiliser dans la rue, dans une ambiance tout à fait acceptable, avec relativement peu d'incidents, et en diffusant très largement dans le pays, on a beaucoup parlé de la France des sous-préfectures, qui se mobilisaient. Ça, c'est plutôt une réussite des syndicats que de la France insoumise. Et de ce point de vue-là, ça marche assez bien. À nouveau, il faudra voir qui retire les marrons du feu une fois que la poussière sera retombée. Et là, je ne sais pas si les syndicats, en réussissant cette mobilisation dans le calme, très digne, etc., s'ils n'arrivent pas à faire reculer le gouvernement, et donc on pourra dire que cette mobilisation, finalement, elle a échoué, ce qu'il en restera dans l'opinion, et est-ce que la France insoumise pourra en bénéficier ou pas. Céline disait tout à l'heure qu'à ce jour, ça n'est pas le cas. Je demande à voir, dans 6 mois, dans 1 an, à terme, quel sera le souvenir qui restera de cette période particulière. Alors justement, pour prolonger le propos de Bertille, Céline, comment vous interprétez le fait que, là, il y a une journée de manifestation jeudi prochain, après-demain, et qu'après, on passe au 7 mars. Et c'est très loin, le 7 mars. Ou alors là, on ne parle plus d'une journée de manifestation, mais d'une journée de blocage, d'ailleurs. La France à l'arrêt, pas de blocage. France à l'arrêt. Laurent Berger a dit pas de blocage. France à l'arrêt, pardon. Vous avez raison. Là, pour moi, la principale explication, elle tient à l'opinion. C'est-à-dire qu'à un moment, se dire, on a l'opinion avec nous, faisons attention, essayons de la garder au chaud et de faire en sorte que les Français restent avec nous, restent à nos côtés. Alors, ils ont une marge en réalité, puisque les Français, quand on les interroge, ils sont à la fois très défavorables à la réforme, ils soutiennent la mobilisation, ils sont en gros 70%, et c'est assez constant à soutenir les mobilisations. Et quand on leur pose des questions sur les blocages éventuels, les problèmes qui auraient lieu, eh bien, ils nous disent, si problème il y a, aux 2 tiers, les Français nous disent ce sera la responsabilité du gouvernement. Donc, quelque part, parce que souvent on se dit s'il y a des problèmes, ça va se retourner contre les syndicats. En fait, pas immédiatement. Mais quand même, je pense que les syndicats font attention à cela. C'est-à-dire qu'à un moment, ils savent aussi que les gens saturent quand même des grèves, des gilets jaunes, etc. Enfin, la vie qui s'arrête parce qu'il y a un mouvement social, au bout d'un moment, ça embête les gens. D'ailleurs, ils se sont retournés contre les gilets jaunes à un moment quand ils n'en pouvaient plus. Ça a duré. Mais ça a duré longtemps. Ça a mis du temps, Pour moi, la principale explication est celle-là. C'est-à-dire, on prévoit des manifestations, des grèves, certes quand même, qui embêtent quand même les gens. Enfin, c'est pas comme s'il n'y avait rien non plus. Les commerçants qui sont obligés de fermer, les voitures brûlées. Voilà, ça, mais je veux dire, c'est que ça embête quand même les gens, les grèves. C'est pas comme s'il n'y avait rien. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu précédemment, et à mon avis, c'est ça qui se joue.
Un mot, Judith, ouais. Oui, juste pour dire qu'en fait, la journée du 7 mars sera vraiment décisive. Alors, c'est un cliché de dire journée décisive, Mais mais c'est là... quoi une journée à l'arrêt, d'ailleurs moi, Alors, Pour l'instant, ils savent pas ça trop, dépend je pense. qui on écoute. Ouais. Donc, Berger CFDT dit France à l'arrêt, mais ni blocage ni grève reconductible. Et la CGT dit exactement le contraire. Ah oui, c'est ça, ouais. Blocage et grève reconductible. Donc, en fait, la grande question, celle à laquelle on est tous suspendus, c'est le 7 mars, est-ce que ça bloque? Et notamment, est-ce que ça bloque dans les dépôts d'essence et dans les raffineries? Parce que là, pour le coup, ça change la nature du mouvement et on rentre précisément dans ce phénomène qu'on a connu en 95 où avec les transports à l'arrêt, les automobilistes qui ne peuvent plus circuler, etc., etc. Et récemment, en novembre, enfin, c'était Le pas gouvernement 95, apparaît comme le responsable du chaos et est obligé de... Alors, en 2010, ils avaient voulu bloquer les raffineries Oui, il y avait eu et des Sarkozy blocages. avait envoyé les forces de l'ordre. Mais le blocage n'était pas comparable à 95. Bien sûr. Quand même.